Voilà. Bien. Donc ici, nous sommes notre formation de Windows Server. On va déjà commencer. Bien. Je pense que tout le monde a visité de mon écran. Est-ce que... Non, coach. Attendez. J'ai pas encore partagé Pour les... l'instant, non. Hein. Pour l'instant, non. Ok, attendez. Je pense là, vous avez quand même la visibilité de mon écran. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ok. Là, c'est bon. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, normalement, on est censé travailler sur Windows Server 2022. Et comme j'ai eu un problème avec mon adaptateur que j'ai laissé au bureau, là où j'ai l'ISO de 2022, donc on va travailler aujourd'hui sur 2016. Bon, ça va aussi nous permettre de travailler sur les deux. Donc voilà. Donc, ça, c'est la chose de demi-serveur Windows Server 2016. Mais je préférais d'abord dire aux gens de comprendre premièrement déjà c'est quoi Windows Server. OK? On peut pas travailler juste comme ça sans connaître c'est quoi Windows Server. Donc du coup, on va essayer de venir carrément avec vous. On va rapidement. Tout le monde voit mon écran, j'espère. Vous avez la visite de mon écran? Oui, coach. D'accord. Bien. La norme avec qui connecte, c'est quoi? C'est que nous devons savoir, il y a trois questions qu'on se pose. C'est quoi, pourquoi et comment le faire? Donc, premièrement, déjà, je veux dire, hein, c'est quoi Windows Server? D'accord? Je ne veux pas ramener des documents pour vous dire que non, voilà, un document fait, non. C'est quoi Windows Server? C'est comme ça qu'on forme des gens dans, dans les technologies. Ça veut dire que vous faites tout ensemble, leur montrer comment faire des recherches et tout ça. Parce qu'après, on ne donnera pas tout, bien que une formation complète ne donnera pas tout. Voilà. Dans cet article, Windows Server est un groupe de systèmes d'exploitation conçus par Microsoft qui prennent en charge la gestion au niveau de l'entreprise, le stockage de données et les applications et les communications. Les applications et les communications. Donc, nous ici, on va comprendre une chose que Windows Server, c'est dédié à Microsoft déjà, chargé à gérer toute l'infrastructure euh, matérielle, logicielle, pour donner normalement aux entités ou aux utilisateurs lambda de l'entreprise la possibilité de recevoir soit les logiciels depuis un serveur, d'installer les logiciels depuis un serveur, et tout est centralisé à travers l'annuaire Active Directory. On va voir c'est quoi Active Directory, on va voir c'est quoi un DNS, on va voir c'est quoi un DHCP, on va voir c'est quoi le WDS, c'est quoi le WSUS. Donc le WDS, c'est comment installer les machines au réseau. Le WSUS, c'est comment installer les mises à jour depuis un serveur. Le serveur récupère les mises à jour et il vous envoie les mises à jour directement. Donc, on va essayer de parcourir un peu ce PowerPoint. On va s'arrêter peut-être à 18. Voilà. Bien. Le but de cette présentation, Microsoft est un acteur incontournable dans le domaine des OS réseau. Euh, nous nous intéressons ici à la version 2016 de Windows Server, mais on va travailler dans la version 2022. Dans cette présentation est regroupée la mise en place des services de base tels que le serveur DHCP, DNS, NAT, Web, contrôleur de domaine.
Bien. Historique. En 1993, Microsoft Windows NT, disponible en version Workstation et serveur, sort en 1996 et une version très populaire. Windows Server 2000, serveur sort en 2000 aussi et introduit l'Active Directory. L'Active Directory, vous devez comprendre que c'est l'annuaire de Microsoft. L'annuaire de Microsoft. Je pense que vous avez des documents avec vous, que vous notez tout ce que je dis et tout ça, pour ne pas voilà, s'embrouiller ou bien comment. Voilà. Donc, ensuite, vient Windows Server 2008, 2012 et enfin 2016, qu'on est en train de travailler tout à l'heure là. Les nouveautés en 2016, on a la présence de Hyper-V, on a la présence de Hyper-V. Windows Server met plus que jamais l'accent sur la virtualisation. Ça veut dire quoi? Au niveau de Windows Server 2016, on a la possibilité de virtualiser. C'est comme avec les outils de virtualisation. Qui connaît les outils de virtualisation ici là? Qui a la connaissance des outils de virtualisation? Qui connaît? Par exemple, le VirtualBox. Ok, VirtualBox. Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Nous avons VirtualBox et nous avons VMware Workstation. D'accord? On a VMware Workstation. Mais tout ça, c'est des outils en fin de compte. Maintenant, actuellement, Windows Server, en lui aussi peut activer, peut avoir, peut virtualiser aussi. Son outil de virtualisation s'appelle Hyper-V. On est d'accord avec vous? Ça s'appelle Hyper-V. Donc, vous devez savoir que dans Windows Server, on peut aussi virtualiser, on peut aussi installer d'autres machines virtuelles. Voilà pourquoi VMware a sorti la version qu'on appelle VMware XI. Donc, VMware a une virtualisation aussi du côté de une virtualisation entreprise qui est actuellement demandée aux entreprises. Quand tu es administrateur système, tu dois connaître VMware XI. On le fera avec vous. Je vais faire deux, trois séances là-bas pour vous montrer aussi comment ça fonctionne. Et puis, vous allez prendre goût plus tard. Peut-être vous allez travailler sur ça plus tard. Mais nous sommes concentrés dans notre formation de, de Windows Server. Donc, on va continuer. Son hyperviseur maison, livré en standard. Vous allez voir la protection des ressources. Une limitation d'utilisation des ressources peut être activée pour éviter qu'une machine virtuelle utilise trop de ressources et dégrade les performances de la machine hôte et des autres. Donc, il y a une protection. Donc, une machine virtuelle peut être installée dans Windows Server, mais il y a une protection, il y a une limitation d'utilisation des ressources au niveau de la machine physique. Je m'explique. J'ai ma machine actuellement que je suis en train de faire cours avec vous. Je peux virtualiser dans cette machine-là en passant par Workstation. Donc, VMware Workstation. Je virtualise. Mais il s'avère que c'est à moi de donner les ressources à cette machine virtuelle. Je ne peux pas donner les ressources plus grandes que ma machine physique. Je m'explique. J'ai une machine actuellement, ma machine a 16 Go de RAM. À 16 Go de RAM. Comment on vérifie la capacité d'une machine? Je pense que vous savez. On va aller rapidement pour voir rapidement les machines. Comment on présente ça? Propriété rapidement. Vous voyez que ma machine a ça. 16 Go de RAM. 16 Go de RAM. D'accord? 16 Go de RAM. Ça, c'est ma machine. J'ai la version Windows 10 Entreprise. Et puis, voilà. Vous voyez tout ce qui est date et tout ça, l'installation et tout. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous pouvez aussi vérifier votre machine. Mais il s'avère que ma machine a 16 Go de RAM. Je ne peux pas créer une machine virtuelle en donnant à cette machine virtuelle-là, je peux dire quoi déjà 20 Go de RAM. C'est impossible. Parce que ma machine physique n'a que 16 Go de RAM. Donc, je ne peux pas donner une capacité plus grande que ma machine physique. Est-ce qu'on est d'accord? Je reviens au mythe ici, là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Ok. Rajiv a réagi. Oui. Oui. D'accord, super. Donc, oui, Jolan, tu as levé la main, dis-moi.
Oui, en fait, je voulais demander par rapport à cet exemple. Par exemple, ma machine physique, si ma machine physique a 16 gigas de RAM, est-ce que ma machine virtuelle, ma machine virtuelle peut avoir plus de RAM que ma machine physique dans le sens où, par exemple, ma machine virtuelle, par exemple, je la donne par exemple 10 et ma machine physique reste avec 6. Est-ce que c'est possible? Déjà, les performances de ta machine, les performances de ta machine virtuelle va dépendre de ta machine physique. Tu ne peux pas donner à ta machine virtuelle, tu as dit quoi? 10 Go de RAM et puis laisser 6 Go de RAM au niveau de ta machine physique. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Ta machine physique, ta machine virtuelle doit toujours être inférieure à ta machine, ta machine virtuelle doit être inférieure à ta machine physique. Je prends le cas. Lorsque moi je travaille ici, là, il y a des applications qui démarrent en arrière-plan. On est d'accord avec vous, avec moi. Il y a des applications qui démarrent en arrière-plan. Du coup, ça consomme les RAM. Ça consomme les RAM. Donc, du coup, on ne peut pas donner plus de RAM à la machine virtuelle par rapport à la machine physique. C'est pas bon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est censé donner moins de RAM au niveau de la machine virtuelle et on garde parce qu'on n'a pas qu'une seule machine virtuelle à gérer. On peut avoir 8 et 10 machines virtuelles. Je peux donner 1 giga de RAM, 1 giga de RAM, 1 giga de RAM. Je peux gérer 4 machines virtuelles à l'instant T avec 1 giga, 1 giga, 1 giga ou 1,5, 1,5, 1,5. Ça me permet de faire respirer le processeur. D'accord? Je vais vous montrer comment on vérifie l'état du processeur, le fonctionnement. On va vers clic droit, gestionnaire de tâches. Je répète encore, je fais ici, clic droit sur la barre de tâches, clic droit sur la barre de tâches, gestionnaire de tâches déjà. Ok, je suis là, j'agrandis. Je viens sur performance. Un IT doit connaître ça. Un IT doit connaître ça. Même quand tu veux booster ta machine avec les RAM, tu dois connaître d'abord ça. Tu dois connaître la vitesse de ta RAM et à combien. Sinon, tu ne peux pas ajouter les RAM. On ajoute les RAM dans une machine lorsque tu connais la vitesse ou bien les mégahertz de ta machine. Moi, je peux dire que actuellement là, je pense que Jourland, j'étais pas tout à l'heure là. Qu'est-ce qu'on dit ici là? Utiliser. Dis quoi ici? 12 gigas de RAM utilisés. Il reste quoi de disponible? 3 de disponible. Ça veut dire quoi? J'ai des machines qui sont derrière, j'ai des machines qui fonctionnent derrière ma machine physique. Et je vois quoi ici là? La vitesse de mes RAM, c'est à 3000, à 3200 MHz. L'emplacement, je suis à 2,2. Donc j'ai deux slots ici là. Facteur. C'est des SDIMM. D'accord? Et voilà, je viens ici au processeur. Je vois le comportement du processeur. Voilà ça. Et j'ai 4 cœurs. La vitesse de base, 1 giga, 1 giga 19. Le processeur logique, j'ai 8 gigas de RAM. Processeur plutôt 8 gigas, 8. Processeur logique 8. Virtualisation activée. Tu peux aussi avoir une machine, mais la virtualisation n'est pas activée. Donc tout ça, il faut vérifier ça ici là. Là, ma virtualisation est activée. Vous voyez bien que on a dit c'est activé. Mais chez toi, je ne sais pas si c'est activé ou pas. Là, l'historique des applications, on voit que toutes les applications qui sont là, utilisation des ressources depuis le 27e mois, voilà, pour le compte d'utilisation actuel. C'est là les applications que j'ai utilisées depuis septembre. Démarrage. Ça, c'est les applications qui démarrent par défaut lorsque je démarre ma machine. Par défaut, c'est ce qui démarre déjà par défaut. Utilisateur, je vois que c'est Quentin Mavungo, c'est moi qui suis cette machine-là. Donc, c'est moi qui suis là. Détail, voilà ça. Service. Donc, quand on te parle, non, il y a un service tant qui est arrêté, tu peux venir voir le service ici, là, tu vérifies le service, tu vois l'état ici, si réellement le service est arrêté ou bien démarré. On est d'accord? Un administrateur système doit connaître tout ça, connaître les services, voilà, voilà. Mais en Windows Server, ce sera plus facile parce que Windows Server a déjà la place où on écrit service. Voilà, je pense que vous avez regardé. On continue avec l'autre partie du cours qui est là. La virtualisation permet d'utiliser Hyper-V dans une machine virtuelle exécutant Windows Server 2016 et créer ainsi des machines virtuelles dans la machine virtuelle. Donc, on peut créer, dans Hyper-V, on peut créer des machines virtuelles dedans. Donc, une machine virtuelle peut créer encore une machine virtuelle. C'est très compliqué avec l'informatique. Une machine virtuelle peut créer encore une machine virtuelle. Donc, elle-même, elle est d'abord machine virtuelle. Elle peut encore créer une machine virtuelle. Le troisième point,
La priorité de redémarrage des VM permet de redémarrer les VM les plus importants en premier. Je prends le cas, vous êtes dans une banque et il y a des applications qui sont installées dans certains serveurs. Vous ne pouvez pas accepter que lorsqu'il y a un problème de courant ou bien les onduleurs ont plus de batterie et toutes les machines physiques sont arrêtées. Mais lorsque les machines physiques vont démarrer, vous allez donner la priorité à certaines machines virtuelles de démarrer en premier lieu parce que vous avez des applications critiques là-bas, dans des applications métiers. Si ça ne démarre pas, ça va bloquer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, vous pouvez programmer aussi que telle machine virtuelle doit démarrer en premier pour éviter qu'il y ait arrêt de service. Lorsque les autres, qui sont les machines physiques, quand ça démarre, ça doit démarrer automatiquement aussi les machines virtuelles. Le storage, possibilité d'appliquer les règles QoS, donc Quality Object Service, sur les disques virtuels. Ajouter, supprimer des cartes réseau et mémoire à chaud. Éviter l'interruption et les services. Toute cette partie-là, c'est la partie virtualisation avec Hyper-V. On va continuer. On a Windows Defender. Ça, c'est les nouveautés en fin de compte de 2000 serveurs 2016. Mais on va beaucoup travailler sur, sur Windows Server 2022. Windows Defender pour serveur installé par défaut et protège le serveur directement après son installation. Je vous dis que le serveur n'a pas besoin d'avoir un antivirus. Le serveur peut utiliser Windows Defender, qui est le pare-feu, qui est l'antivirus propre de Windows Server. Je pense que même avec Windows 10 ou Windows 10, Windows 11, on a Windows Defender dans nos machines. Si tu viens taper Windows Defender, on va voir Windows. Je vais mettre Windows. Voilà, moi j'ai Windows Defender ici. Vous voyez que Windows Defender est là chez moi. Mais comme si moi j'ai l'antivirus ici de l'entreprise, c'est l'antivirus de l'entreprise qui est en train de bloquer carrément Windows Defender de fonctionner. Moi, je suis géré par Bitdefender. Donc, c'est Bitdefender. Lorsque vous installez un antivirus sur votre machine, cet antivirus-là va venir bloquer carrément le fonctionnement de Bitdefender et Bitdefender, et plutôt de Windows Defender. Windows Defender ne peut plus fonctionner parce qu'il a reçu la présence d'un autre antivirus. Donc, du coup, vous ne pouvez pas installer plusieurs antivirus dans une seule machine. Personnellement, Quentin ne recommande pas ça. Voilà. Donc, on va rester là. Il est bien sûr possible de remplacer cette protection par un autre produit. Voilà pourquoi j'ai parlé. Là, j'ai Windows, j'ai Bitdefender. Donc, voilà. J'ai mis un autre produit. Mais si vous n'avez pas les sous, vous pouvez mettre d'autres services. Vous pouvez garder le service de Windows Server, de Microsoft. Bon, les nouveautés Nano Server, installation standard Windows Server consomme pas mal. Bon, ça c'est pas assez important. On va passer. On va parler des conteneurs. Les conteneurs. Microsoft ne pouvait pas passer à côté de la technologie des conteneurs qui constitue une nouveauté essentielle de 2016. Il est possible d'utiliser des conteneurs compatibles Docker ou bien Hyper-V. Faites des recherches sur Docker Ansible, Kubernetes. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. D'accord? L'automatisation. C'est le monde d'aujourd'hui. Avec la virtualisation, ça matche bien. Même en réseau, on a besoin d'automatiser le réseau avec Kubernetes, avec Ansible, avec des commandes Linux. Donc, je recommande à beaucoup de gens d'essayer de travailler sur Linux quand vous voulez bien être administrateur système et réseau. On est bon en réseau, oui, c'est bien, mais on doit essayer d'être bon en système. Donc, le système, c'est le Windows Server et c'est Linux. On veut travailler sur Red Hat, on veut travailler sur Debian. Donc, à vous de voir le distributeur qui vous arrange, mais je vous conseille de travailler sur les deux, Debian, Red Hat. Voilà. Le déploiement d'environnement de test, de développement ou même de production se fait plus facilement et rapidement. On va voir Azure Stack. C'est le service cloud de Microsoft. Donc, actuellement, là, il y a pas mal de ressources de Windows Server qui est maintenant hébergé dans le cloud. Comme on dit, Azure Stack permet d'installer
permet d'installer un cloud Azure au sein de son data center. Donc, on peut installer Azure Cloud dans mon data center qui est actuellement, je peux installer un data center chez moi à la maison, mais après qui est relié directement au cloud. Donc, mon serveur qui est là avec moi, que je vais installer ici, je peux le relier au cloud. Ça va faire les mises à jour et toutes ces histoires-là. Donc, c'est un système de cloud hybride qui travaille indépendamment du cloud public Azure et du cloud privé sur le réseau local, mais qui peut échanger des données avec les deux. En nom local, il peut être aussi il peut aller aussi sur Internet. Donc voilà. On n'est plus seulement dépendant de rester en local, mais on peut aller aussi sur Internet. Alors, les versions de Windows qu'on a, on a le standard. Donc, vous devez connaître les versions de Windows que nous avons ici. Nous avons la version standard, la version data center et essentiel. La version essentielle est réservée aux petites entreprises de maximum 25 personnes et 50 machines. Ne prends pas l'argent de trou parce que tu es administrateur système et tu vas installer un data center, tu vas installer plutôt une version essentielle. Tu sais bien que cette entreprise-là a plus de 100 machines et 200 utilisateurs. Toi, parce que tu veux avoir l'argent, tu vas installer une version essentielle. Gars, rassure-toi, tu feras la prison. Pense pas que moi je venais là-bas. Je ne vais pas venir. Donc, quand tu installes, on t'appelait en tant que consultant. Excusez-moi. Je prends d'abord l'eau, excuse-moi. Donc, rassurez-vous, quand vous installez Windows Server dans une entreprise, ne prenez pas la version essentielle. C'est carrément pas ce que est recommandé. Si c'est une petite entreprise, réellement, ils ont 10 postes, bon, d'accord, tu peux mettre essentiel. Tu peux mettre essentiel, pas de souci. Les fonctionnalités. Fonctionnalité principale de Windows Server, environnement de système d'exploitation, conteneur Hyper-V. 2, ça c'est pour le standard. Data Center, c'est illimité. On a des conteneurs illimités. Conteneur Windows Server. Ici, en standard, illimité. En data center, illimité. Service de Gradient Hot, ça, on n'a pas présenté. Nano, il n'y en a pas. Le storage, espace disque directement connecté. Donc, storage espace direct. Donc, ça veut dire que tu as un outil ou bien un périphérique de disque dur connecté directement à ta machine, à ton serveur. Et ici, tu as quoi? Storage replica. Donc, tu as un périphérique ou bien, je vais appeler ça quoi? Un device. Bon, moi, je connais plus mon anglais. Un device de réplication, de réplication qui peut répliquer les données d'un serveur qui se trouve à Pointe-Noire et réplique cela à Brazzaville. Voilà. Les machines virtuelles protégées. Voilà, c'est pas recommandé. On va continuer. Le prix dépend du nombre de cœurs présents dans le serveur. Au titre indicatif, une licence essentielle coûte 500, on peut dire 501 euros. Une licence standard coûte 882 dollars plutôt, excusez-moi. Une licence data center coûte 61, non, 600, 615, 600. C'est quoi déjà même là? 6155 dollars. 6155 dollars. OK? À cela, il faut ajouter une licence d'accès client à raison de 47 euros par poste client pour les versions standard et data center. Tout cela, tu t'emmerdes pas, c'est l'entreprise qui achète. Toi, tu es expert, toi, tu es consultant, tu viens pour travailler, tu viens pour bosser. Oui, d'accord? Tu viens pour bosser. Toutes les entreprises ont déjà ça. Mais rassurez-vous, quand tu viens dans une entreprise, tu ne viens pas pour implémenter ça. Parfois, ça existe déjà. On t'a appelé simplement, on t'a dit, bon, voilà, tu as ton CV, tu as mis que tu es administrateur système. Tu sais quoi faire, dans le réseau. Montre-nous ce que tu es capable de faire dans le réseau. OK? Dans le système plutôt. Tu montres. Mais tu dois connaître tous ces prérequis en fin de compte. Tu dois connaître ça. Soit d'une version. Pour un serveur physique,
on choisira la version standard, sauf pour de très petites structures où l'on prendra la version essentielle. Mais nous, on va faire allusion, on a une entreprise assez grande. Si on virtualise beaucoup et si l'on recherche un serveur hautement disponible et performant, ayant les éléments de tolérance de panne supplémentaire, la version data center s'impose. Vous comprenez la différence entre le standard et la version data center. Si on veut bien avoir une tolérance de panne supplémentaire, si on veut avoir une haute disponibilité, on doit implémenter quoi? La version data center. Voilà. On va descendre. La version 32 bits ou 64 bits. La question n'est plus à se poser avec Windows Server 2016. Il n'existe qu'en 64 bits. On n'a plus besoin de chercher, non, on veut prendre une Windows Server, Windows Server 32 bits. Non, ça, il n'y en a pas. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Ça, il faut repartir avec Windows, avec le Windows Server 2003, 2008. Bon, là-bas, tu vas trouver. On n'est plus au sujet. Type d'installation. Choix entre une installation sans GU, Core, serveur, et une installation avec GUI. D'accord? Desktop Experience. Je dis le GUI là, c'est quoi? Quand on parle de GUI, c'est une installation avec l'interface graphique, comme ta machine. Ta machine a la possibilité de cliquer sur explorateur Windows, venir ici, cliquer là. Tu as la possibilité de voir. Mais avec une version sans GUI, c'est une version qu'on appelle version Core. C'est la version qui s'impose avec les commandes PowerShell. Que tu vois seulement l'écran noir. Voilà pourquoi je vais détailler un peu. Au niveau de la version Core Server, la configuration et la maintenance sont effectuées au travers de l'interface ligne de commande Windows, ou en se connectant à distance en utilisant une console de gestion Microsoft. Donc, Microsoft Management Console. Une machine Core Server peut être configurée pour plusieurs rôles de base. Contrôleur de domaine Active Directory, domain service, serveur DHCP, serveur DNS, serveur de fichiers, serveur d'impression, serveur web IIS, 7 serveurs virtuels Windows Server. Le reste de notre propos fait référence à la version avec GUI. Donc, avec la version Core, tu ne peux que faire ça. Tu ne peux pas faire autre chose. D'où tu seras obligé de te rapprocher de cette version-là, la version GUI. C'est une version là où tu as plus de facilité, plus d'ouverture de travail. Voilà. On va essayer de descendre rapidement. Virtualisation. Windows Server 2016 peut être installé en tant que serveur virtuel, en tant que serveur hôte, soit en utilisant les outils de virtualisation classiques, soit en utilisant le nouveau moteur de virtualisation Hyper-V. Je m'explique. On peut l'installer. Quand on parle de hôte ici, là, c'est quoi? L'hôte, c'est une machine physique qui est dédiée à faire un travail donné. D'accord? Je prends le cas. Vous avez un serveur de fichiers, vous avez un serveur d'impression. Tout est sauvegardé sous cette hôte-là. D'accord? C'est une machine qui est réservée à rendre service aux clients lambda. Tu es dans une entreprise, tu es IT, tu es une entreprise, tu es comptable, tu es un utilisateur lambda qui attend les services venant du serveur dédié qui est le hôte, qu'on appelle serveur hôte. C'est une machine physique de grande capacité pour recevoir toutes les requêtes de toute l'entreprise en voulant chercher quoi. Je vous dis la vérité. L'informatique aussi, c'est un travail qui est très ingrat. Pourquoi? À un point qu'on ne vous reconnaît pas dans l'entreprise. Surtout quand tout marche bien. Surtout quand tout marche bien, on n'a plus besoin même de vous. Même au couloir, on n'a plus besoin de vous voir. Mais quand tout lâche là, c'est là où on va vous dire que non. Mais il est où le IT? Il est où l'informaticien? C'est normal. Là, maintenant, on a besoin de vous. Rassurez-vous que vous allez recevoir peut-être des gens qui vont vous dire, ah, lui aussi, il bouffe seulement l'argent pour rien, il ne fout rien ici, là. Mais le jour que ça ne va pas marcher, c'est le jour qu'on va connaître que oui, c'est important. Je prends le cas seulement de la partie que j'ai mentionnée, j'ai parlé de serveur hôte. Je pense que ce serveur-là sauvegarde toutes les données de l'entreprise. On va voir comment créer des lecteurs réseau depuis le serveur dédié. Automatiquement, quand tu te connectes à ta machine, tu as le lecteur qui arrive au niveau de ta session.
On te recrute dans l'entreprise autant que comptable. Et lorsque tu te connectes à ton profil Windows, automatiquement, tu es redirigé au lecteur qui est réservé aux comptables. Là-bas, tu ne verras que les dossiers des comptables. Là-bas, tu ne verras que les dossiers de comptabilité, pas les dossiers d'informatique. Et ce qu'on appelle par là les permissions NFS. NTFS plutôt. Les permissions NTFS. Vous allez voir ça là-bas. Donc, mais le jour que le serveur, mais toutes les données là sont sauvegardées dans le serveur hôte, le serveur qui est dédié, mais le jour que ce serveur là va lâcher, toi là, tu es encore à la maison. On va même venir te prendre à la maison pour dire que s'il te plaît, il faut arriver parce que le serveur ne fonctionne pas, on n'arrive pas à accéder, on n'arrive pas à faire ceci. Et là, on connaîtra ton importance. En raison, n'en parlons même plus. Si vraiment il y a un routeur qui a lâché et automatiquement il n'y a plus de routage entre l'entreprise et l'extérieur, on va dire que mais le gars il est où? On a besoin de lui. Mais à 90%, il ne faut pas. Toi, tu travailles la nuit. Quand ils vont à la maison, toi, tu restes au bureau. Tu finis à 20h, 19h. Qu'est-ce que tu fais? Tu optimises ton infrastructure pour éviter les problèmes qui puissent arriver. Donc, il faut toujours être dynamique, travailler, avancer, à faire toujours des recherches dans le futur. Ça permet d'être performant, ça permet d'être toujours à jour pour éviter qu'un jour, tu te poses, tu croises un problème et tu ne vas même pas arriver à dépanner. Donc, ce que je vous conseille, tu fais le cours avec Quentin, oui. Va faire la recherche aussi. Quentin, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Il est un prédicateur. C'est un prédicateur. Il a parlé. Mais rassure-toi de faire une recherche aussi à côté pour permettre en sorte que tu sois performant après que Quentin ne soit pas là. Parce qu'aujourd'hui, tu auras un deal, tu auras un travail à faire. Je ne serai pas avec toi. Tu as appris, c'est bien beau. Le juste ton entretien, Quentin ne sera pas là. Tu vas te défendre toi-même. C'est quoi un serveur? C'est quoi un note? C'est quoi un périphérique? C'est quoi un serveur d'impression? C'est quoi un serveur de stockage? Donc, voilà, c'est un peu tout ça qu'il faut comprendre. Mais sur Windows Server, ce que tu dois savoir, ce que vous devez savoir, c'est que on installe des rôles et des services. Il y a des rôles, fonctionnalités et des services. Et c'est tout ça qui fait quoi? Qui est ce qu'on appelle par serveur. Donc, dans serveur, on voit quoi? On voit les rôles, on voit les fonctionnalités et on voit les services. Tout cela, tous les jours, chaque dimanche, on va essayer de voir les rôles, les fonctionnalités, les services évoluer jusqu'à ce que tu sois bon en système. Voilà. Vous allez garder le même lien que j'ai envoyé aujourd'hui. C'est le même lien que vous allez garder quelque part chaque dimanche, 18h30. Vous cliquez sur le lien. On est là, on travaille. Bien. La virtualisation est un choix d'entreprise, mais la tendance est de virtualiser un maximum. Avantages et inconvénients de la virtualisation. La virtualisation permet de réunir un serveur sur un serveur physique, des serveurs virtuels, donc les rôles respectifs exigent qu'ils soient placés sur des serveurs différents. En outre, il est possible de déplacer facilement un serveur virtuel d'un serveur physique à un autre. Cette partie est vraiment intéressante. Regardez cette partie-là. On dit quoi? En outre, il est possible de déplacer facilement un serveur virtuel d'un serveur physique à un autre. Ça veut dire quoi? Mon serveur que j'ai installé virtuellement là, je peux le déplacer. Je peux faire ce qu'on appelle par exporter. Exporter. Ce serveur-là, je l'exporte. Je viens déposer ça dans un serveur physique. C'est-à-dire que dans un serveur physique. Ce serveur physique a quoi? A Hyper-V installé dedans. Et je peux prendre mon serveur virtuel que j'ai installé, que j'ai exporté. Je peux venir le déposer dans un serveur physique dans sa virtualisation. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ça veut dire que le serveur physique est là, à l'hyperviseur déjà. Et au niveau de mon premier serveur, je ressens que ce serveur-là va bientôt lâcher. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire l'exportation de mes serveurs virtuels. Je le mets dans le disque dur. Je viens dans le deuxième serveur que j'ai acheté nouvellement. Je peux faire quoi? Je peux mettre mes serveurs virtuels à l'intérieur. Automatiquement, je l'enlève l'adresse IP physique qui est dans le serveur qui va bientôt me quitter. Parce qu'après, il y a l'état d'amortissement aussi qu'on peut dire que le serveur, là, dans 2 ans, il doit lâcher, dans 3 ans, il va lâcher. J'enlève l'adresse IP du serveur physique, je le configure sur le deuxième serveur que j'ai acheté nouvellement. Et automatiquement, je mets le serveur, l'ancien serveur à côté. Je le sors hors du parc
et je lance le nouveau serveur dans le parc. Automatiquement, les machines virtuelles que j'ai exportées, que j'ai insérées dedans, vont reprendre la marche et la vitesse. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair pour tout un chacun. On va continuer et puis on va commencer bientôt l'installation. L'inconvénient est que si le serveur physique est arrêté, tous les serveurs virtuels sont aussi arrêtés. D'accord? Un serveur physique de secours est configuré pour prendre la place du serveur défectueux. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure là. Mais après, on a la possibilité d'installer ce qu'on appelle par le clustering. Ça veut dire quoi? On a deux serveurs qui font du HA. D'accord? On appelle ça la haute disponibilité. OK? On appelle du HA. La haute disponibilité, on appelle par le clustering. Ils se partagent des données. Avec, si on installe le serveur, on appelle ça quoi? Le serveur du clustering FSD, je pense que c'est ça, ou bien FSMO, pour installer le partage des données. Ça ne doit pas seulement se référer dans un serveur, mais plutôt ça doit se référer dans deux serveurs. Ça veut dire que les données, une partie sont dans le premier serveur, les données, une partie sont dans le deuxième serveur. On appelle par le partage des données pour permettre en sorte que si le serveur là lâche, l'autre serveur peut toujours prendre le relais, mais avec certaines données. Mais je vous recommande toujours d'avoir un environnement à haute disponibilité. Voilà. Attends, je vais voir rapidement le serveur dont je parlais. Attendez. On va voir ce rôle-là. On va aussi voir le rôle là. Nos serveurs, training. Voilà, c'est le DFS. C'est le DFS. On va installer le DFS. On va installer ça pour notre formation. Configuration minimale requise. Nombre de processeurs minimal 1. Puissance minimale théorie 4. Puissance minimale conseillée 2. Mémoire minimale théorique 512. Ça, c'est pour un laboratoire. Mémoire, voilà. Dans le laboratoire, on n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Mémoire minimale conseillée 2 Go. Ça, on parle de Windows Server 2016, pas de 2022, pas de 2019. Espace disque dur minimal 32. Espace disque dur minimal conseillé 60. Voilà. Bac à sable, on va parler de sous Windows Server, sous VirtualBox, créer deux machines virtuelles. Windows Server 2016, AD 1 avec 2 Go de RAM de mémoire, 60 disques durs, une carte réseau, un accès pont, une carte réseau en réseau interne, créer une machine virtuelle Windows Server Windows 10, 40 Go de disque, une carte réseau en réseau interne. D'accord, ça, on nous montre ce qu'on devons faire. D'accord? On va installer deux serveurs. D'accord? On va installer deux serveurs. AD1, AD2. Donc, ça veut dire AD Directory. AD Directory 2 contrôleurs. A1, A2. Mais on va aller doucement parce qu'on ne va pas travailler avec VirtualBox. On va travailler avec VMware Workstation. Je vais vous montrer rapidement. On va passer cette étape-là. Et ensuite, on va commencer l'installation ici peu. Ne gérez pas ça. Je n'aurai pas ça. Tout ça là, vous n'aurez pas. Au niveau du réseau, si vous voyez ça, on a Internet. Voilà. Ici, on a un routeur DHCP qui fait du NATing. C'est qui ça? Oh là. Un petit ordinateur. Mawa, tu peux vraiment nous faire plaisir de ne pas trop démarrer ton micro, pour l'amour de Dieu. Ok. Donc, on va rapidement revenir ici. Voilà. On a notre routeur à l'adresse IP. Et là, c'est l'adresse IP publique parce que là, je ne fais pas réseau, mais tout
Je ne fais pas le coup de réseau ici, là. Mais rassurez-vous que si tu ne sais pas faire le réseau, tu ne peux pas faire le système. Tu ne sais pas faire le réseau, tu ne peux pas faire le système parce que on parlera d'adresse IP, on parlera de tout ça. Voilà. Ici, vous allez constater que non, là, il y a une adresse IP qui va vers Internet, adresse publique. On a parlé de ça. Voilà. Et ça, on a l'adresse 10.10.51. On va payer une adresse privée qui rentre chez nous dans notre machine, dans notre réseau local et qui gère toute la partie réseau privé. D'accord? Vous voyez que 10, 51, 13, 1, 10, 51, donc c'est là. Maintenant, à partir de là, à partir du routeur qui est ici, là, ici, on a une part, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle par du natting. Il y a une adresse IP privée qui est natée pour le transformer en adresse IP privée qui est natée pour transformer en adresse IP publique. Donc voilà. Et ici, le 85, là, c'est l'adresse IP publique qui permet de gérer notre connexion Internet pour notre entreprise. Bon, là n'est pas le sujet. On aura déployé plusieurs architectures. Déjà, là, vous voyez que l'on a un serveur 2016 et là, on a un switch interne. Le switch là, interne, là, c'est d'abord VirtualBox ou bien VMware a d'abord son switch à lui qui permet de faire tout ce qui est DHCP, tout ce qui est, voilà. Il a un serveur normalement. Il a un switch qui permet de distribuer aussi, de connecter. Et il peut faire aussi du DHCP. Donc VirtualBox ou bien VMware peut faire aussi du DHCP. Je vais vous montrer comment ça se crée là-bas. Et là, tu es un client qui se connecte à cette inet-là, pour, euh, pour recevoir soit une adresse IP. En retour, tu te connectes maintenant au serveur. Regardez bien le serveur ici à quelle adresse IP? À 192.168.10.1/24. Et là, tu as 10.10.2. Et rassure-toi que non, le 10.1 doit être ton DNS au niveau de ta machine. Parce que quoi, tu vas communiquer avec le maître qui est le 2016 serveur. Et vous voyez que le serveur, il a deux adresses IP. Il a une adresse IP en 10.10.51.13 et il a une autre adresse IP et plutôt en 10.51.13 et il a une autre adresse IP en 192.168.10.1. Donc cette adresse IP là, il récupère ça sur le pont toujours de VirtualBox pour récupérer Internet. D'accord? Ici. Et l'autre, il le fait pour récupérer quoi? Pour connecter avec les machines virtuelles ou les machines physiques de son entreprise. Je m'explique. Un serveur, quand tu veux l'acheter, il ne vient pas avec un seul port, mais il vient avec plusieurs ports réseau pour permettre quoi? Pour permettre en sorte que vous puissiez. Ah, vous avez plus l'écran. Attendez, vous avez plus l'écran. Attendez. En complet. Là, ça va? Vous avez l'écran? Vous Non, avez. non, toujours pas, Non, coach. Vous n'avez pas l'écran. non, monsieur. Ok, attendez. Non, coach. Ok. Ok. Voilà. Vous avez l'écran, je pense. Là, maintenant, c'est bon? Oui, coach. Ok. Oui, là, ça va. On a l'écran. D'accord. J'étais même où déjà? Je suis même parti là. Je sais même pas là où. Oui, oui, on a votre écran. Ouais, mais je sais même pas là où j'étais en fin de compte déjà. Voilà, j'étais là. Voilà. Ok. Donc, lorsque vous avez un serveur dans votre entreprise, vous avez un serveur qui a plusieurs ports réseau. Un autre port peut gérer les mises à jour, toutes ces histoires qui vont se connecter à Internet, voilà. Et un autre port peut gérer le réseau local. C'est ce que vous voyez dans le schéma qui est ici là. L'autre port là va récupérer Internet en passant toujours parce que actuellement on est déjà en virtuel. On est déjà en virtuel en cas de laboratoire. On est en virtuel. Toutes les machines là sont en virtuel. C'est en virtuel. Donc ici, vous voyez qu'on parle de quoi? D, ça veut dire quoi? Il récupère une adresse IP en dynamique. P veut dire quoi? Adresse de passerelle. Ça y est là. Adresse de passerelle, ça sera lui pour sortir. S veut dire l'adresse statique. Donc, on va essayer de, on va essayer de d'aller maintenant
pour comprendre un peu l'installation. Attendez, je vais rebondir. Bien. Donc ici, on va essayer de foncer un peu pour avancer un peu notre cours. On arrive à sélectionner la langue, donc l'installation avec interface graphique. Donc, on va te parler de sélectionner la langue et tout ça. Bon, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer maintenant l'installation. Voilà. Je viens ici, là. Dans le lien que je vous ai envoyé là, je ne sais pas si vous avez ouvert le lien. Vous avez ouvert le lien, mais j'ai envoyé aussi la partie. Bon, je vous montre ça seulement ici, rapidement. Je vous montre ça ici rapidement. Voilà. Ça, c'est le programme officiel sur Windows Server au niveau de l'entreprise Dawan. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a à faire ici. Préparation de l'installation, nouveauté de Windows Server, installation, les différentes éditions de Windows Server 2022, installation de Windows Server 2022, Server 2022 Core, présentation et utilisation, gestion des drops et des serveurs, prise en charge virtuelle. On va plutôt s'attarder sur gérer les comptes utilisateurs. On va gérer les accès aux ressources avec le NTFS. On va gérer les stockages. On va gérer les ressources. On va configurer les périphériques d'impression, c'est-à-dire le serveur d'impression. Quand on te recrute dans une entreprise, quand tu te connectes à ton poste, tu as directement les imprimantes qu'on t'affecte. Je m'explique. Si vous avez 10 imprimantes dans votre entreprise, il y a 2 imprimantes qui sont réservées pour les informaticiens. Dès qu'on te donne la machine du boulot, quand tu te connectes à ton profil Windows, automatiquement, les imprimantes là sont directement connectées à ton poste, sans que tu puisses fournir des efforts. Parce qu'il y a déjà un système qui a configuré ça. Donc, on appelle ça les rôles au niveau du serveur d'impression. On va le configurer aussi ici. On va voir comment ça fonctionne. Sécurité, sécuriser les réseaux. On va voir le DHCP. La gestion de nom avec DNS. On va beaucoup parler du DNS. On va parler aussi du RDS. Remote Desktop Service. Remote Desktop Service. On va parler de ça. Planification, configuration d'un serveur hôte de session. Initialisation d'une ferme RDS. Voilà, on va parler de ça. Et on parlera aussi de l'autre là, du DFS et du FSMO. On va parler de ça aussi. Donc, rassurez-vous que on aura une formation pas complète, mais une formation qui va te permettre déjà de travailler en entreprise. Parce que la formation complète, ça va nous prendre quand même assez du temps. Parce qu'on a 2 cours, on fait système, on fait réseau. Mais rassurez-vous, tout ce qu'on va voir, c'est tout ce que vous allez faire en entreprise. Il n'y a pas quelque chose que vous n'allez pas faire en entreprise. Tout ce qu'on va faire en entreprise, c'est ce que je vous donne. Je vous donne les compétences qu'on implémente en entreprise. Je ne vais pas vous compliquer trop la tâche en vous parlant de théorie, toutes ces histoires, non. Mais je vous explique les termes théoriques pour que vous puissiez comprendre que quand j'ai telle action, je dois faire ça. Quand j'ai telle chose, on appelle ça ça. Quand j'écoute le protocole RDS, c'est quoi? C'est Remote Desktop Service. C'est prendre la main. Quand on parle de remote, déjà, c'est la main. Tu prends la main à distance. D'accord? Quand on va te parler du service DFS, tu vas comprendre c'est quoi le service DFS. On te parle du DNS. DNS, c'est quoi? DNS, c'est Domain Name Service. Il fait quoi? Tu dois comprendre tous ces termes-là. Donc, on doit être sensibilisé. On doit comprendre les termes techniques aussi. On ne doit pas seulement aimer la pratique, mais on doit aimer aussi la théorie pour comprendre. Mais on ne dit pas que la théorie va toujours nous envahir de la pratique, non. Mais plutôt la pratique qui doit envahir la théorie et les deux vont matcher. OK? Bien. Est-ce qu'il y a des questions avant que on commence à lancer le système d'installation? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Coach, moi j'ai une question.
pour pouvoir, pour pouvoir par défaut avec nos ordinateurs physiques que nous avons, pour pouvoir installer les machines virtuelles, là, il faut minimum avoir au moins combien de gigas de RAM au niveau de la machine physique? Bon, la machine physique, pour permettre en sorte que nous puissions travailler correctement avec nos laboratoires là, pour la formation Windows Server, maximum est au moins 8 Go de RAM. Parce qu'après, on va installer deux serveurs. On va faire, normalement, le laboratoire, c'est installer deux serveurs. Le laboratoire, installer deux serveurs Windows, avoir au moins deux clients. Et voilà. Donc, si on donne à deux serveurs 1.5, déjà, ça va faire 3 gigas déjà qui vont prendre les deux serveurs. 3. Oui, si on donne les deux machines clientes 1 giga, 1 giga, on va déjà faire quelque chose de 5. Donc, on peut rester avec 3 gigas en machine physique. Bon, voilà. C'est ça. D'accord. D'accord, coach. Voilà. Merci. Là, on va savoir, on va se dire que bon, ouais, ça peut aller. Mais on peut pas aussi démarrer toutes les machines au même moment. On peut arrêter une machine cliente, on travaille avec une machine cliente. Mais maximum, même une machine cliente, ça peut aller. Parce qu'on va jouer avec des profils. On va jouer avec des profils. Donc, même une machine cliente, ça peut aller. Donc, maxi 4 gigas pour partager en virtuel et 4 gigas pour la machine physique. Oui. Donc, D'accord. voilà un peu ça. S'il n'y a pas de questions, on va commencer carrément l'installation. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec Virtual VMware. Tout le monde suit mon écran. Si tout le monde suit mon écran, c'est tant mieux. Si tout le monde suit mon écran, s'il y a le silence, c'est que je comprends que c'est bon, vous suivez mon écran. Donc ici, nous avons VirtualBox, VMware Workstation. Donc sur VMware Workstation, je vais vous partager le drive demain quand je serai au bureau. Je vais vous envoyer le drive. Je vais mettre Windows Workstation et la clé. Et je mettrai Windows Server 2016 et 2022. Donc, le premier serveur qu'on va installer, ça sera 2016. Le deuxième serveur qu'on va installer, ça sera 2022. Donc, la même année que j'installe 2016, la même année que vous allez installer 2022 aussi. Et dimanche, chacun doit avoir deux serveurs avec lui, 2022 et 2016. Donc, je viens là. Au niveau de File, je vais vous montrer d'abord comment ça se passe. Au niveau de File, j'ai New Virtual Machine, New Windows, Open, Scan Virtual Machine, Connect to Host, Close Tab, Connect to Server. Là, si tu veux connecter un serveur, que ça sort au niveau de VMware, c'est possible. Exporter OVF. Quand je parle d'installer OVF, c'est une machine que tu peux installer et tu peux exporter. Bien. On va venir au niveau d'éditer. C'est là où on va parler de la partie Virtual Machine et préférences. On va aller dans Virtual Machine. On va attendre. Donc, je suis passé sur Edit. Après Virtual Machine, là, je vous montre comment fonctionne le réseau de VMware. Et si je parle de Vimnet Custom, là, j'ai l'adresse IP de ça. Il n'y a pas le DHCP. Je viens sur Vimnet 1. Le type, c'est quoi? Host only est connecté et il y a un DHCP qui est activé. Voilà ça. Vimnet 8, c'est là où j'ai configuré mon NAT. Et voilà ça et ça. Donc, si je connecte les machines sous Vimnet 8, là, les machines là vont prendre. Attendez, je clique ici. Je vais mettre Change Settings. Je fais ça. Après, je vais récupérer ici. Voilà ça. OK. Voilà ça. Quand je clique sur ici, NAT, regardez bien ici, le NAT là. NAT. Il y a l'adresse IP. Je viens ici, je vois DHCP. Il fait aussi le DHCP. Voilà pourquoi je vous ai parlé au niveau du cours. J'ai dit que la virtualisation au niveau de VMware, il peut aussi faire son propre DHCP. Il peut distribuer. Il a un routeur et quand vous connectez là-bas, vous devenez comme vous êtes dans un switch et il y a un routeur qui est là. C'est comme un réseau local. C'est très intéressant avec des hyperviseurs comme ça. Il y a VirtualBox, il y a VMware. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je peux dire quoi?
NAT, il va prendre quoi? Il dit quoi? Share host IP adresse with them. Quand je clique sur host only, il dit quoi? Il connecte juste les machines. Quand la carte est en host only, la communication va se réaliser seulement entre les machines virtuelles qui sont dans le même hyperviseur. Il ne peut pas sortir hors de ta machine physique. Or, lorsqu'ils sont en NAT, ils peuvent récupérer quoi? Internet et causer et discuter avec la machine physique. Maintenant, mais en gardant l'adresse IP différente. Mais lorsqu'il est en bridge ici, là, il va récupérer quoi? On a même dit quoi? Bridge to Wi-Fi Direct Connect. Si je laisse en bridge ici, là, il va récupérer carrément l'adresse IP de ma maison. Là où je suis connecté ici, là. Je suis connecté à travers Canal Box de ma maison. Du coup, il va récupérer la même adresse IP de ma carte physique. De ma carte physique, il va récupérer. Donc, si Canal Box ici à 192.168.1.168, il va récupérer aussi la même plage réseau, là, à 188.1. Quelque chose. Lorsqu'il est en bridge. Lorsqu'il est en NAT, il va récupérer cette adresse IP là. Mais en bridge, ça veut dire qu'il ne me donnera pas Internet. Il donnera juste l'adresse IP de mon réseau local, de ma machine physique. Mais il ne donnera pas Internet. Pour me donner Internet, je dois rester en quoi? En NAT. Voilà pourquoi mon Vimnet 8 là est naté. Donc quand je souhaite que ma machine virtuelle puisse avoir Internet, je dois autoriser à ma machine virtuelle de récupérer la carte Vimnet 8 qui est quoi? Qui est natée. Est-ce que jusque-là, je me fais comprendre? Réaction. Ça va, quoi. Rajiv, Rabi. Oui, coach. Ça va, coach. D'accord. Ça va, monsieur. Ok. J'ai vu aussi à dire ça va. Ok. Là, je suis content. Je suis content, je fonce alors. Donc, lorsque nous sommes sur Vimnet 8, on est sur du NAT. La machine virtuelle va récupérer Internet avec l'adresse IP 6. Lorsque je suis au niveau du bridge, ma machine virtuelle va récupérer l'adresse IP de ma machine physique. Mais il n'aura pas Internet. Mais les pings peuvent passer. Mais il n'aura pas Internet. Le host only, c'est lorsque mes machines virtuelles vont chercher à communiquer entre eux. Il n'y a rien à voir avec la machine physique. Rien du tout. Je dis bien rien du tout. Rien. Bien. On va aller rapidement. Je ne vais rien appliquer ici, là. Donc, si je veux toujours créer encore Vimnet 10, je peux mettre ça. Je peux dire que Vimnet 10, je veux que ce soit sur le NAT. Je peux faire ça. Il va prendre le NAT, le NATing. Bon, le NAT, j'ai activé ici, là. Bon, vu que je suis sur la partie NAT, ça va pas marcher. Je valide aucune chose ici. Je vais fermer. Je reviens sur VMware. Bien. Vous avez déjà vu la tab Help. About Workstation. Je vois la version que j'utilise. La version 17. VMware n'existe plus. Ça s'appelle maintenant Broadcom. Broadcom, je pense que si on parle, on va faire une recherche rapidement ici. Là, vous allez voir que VMware n'existe plus. Tout devient payant avec VMware. Donc, on va parler de, je pense que c'est Broadcom. C'est comme ça qu'il écrit ça, Broadcom. Voilà. Donc, donc, VMware a vendu ses actions à Broadcom. Voilà, Broadcom. Vous allez voir que tout ici, normalement, quand tu fais VMware et tout ça, tu vas voir que VMware n'existe plus. On va parler de VMware by Broadcom. On va aller ici, hein. Broadcom. Vous allez voir. État multinational, concepteur, développeur, fabricant et fournisseur mondial, multinational américain. D'une large gamme de produits. Actuellement, vous allez voir ici, là, en mai 2022, ici, en mai 2022, en mai 2022, Broadcom a annoncé un accord pour acquérir, alors là, je suis parti où là?
Attendez, je vais repartir. En mai 2022, Broadcom a annoncé un accord pour acquérir VMware. Donc VMware est là, vous voyez bien l'image de VMware, dans le cadre d'une transaction de trésorerie et d'actions d'une valeur de 69 milliards de dollars. L'acquisition a été clôturée le 22 novembre 2023. Donc actuellement, VMware s'appelle maintenant Broadcom. Donc tout, même si tu veux télécharger, Workstation là, 2017 là, plutôt Workstation 17, tu dois acheter la licence. Et la licence, avec VMware, la licence avant, c'était une licence à vie. Mais avec Broadcom, la licence devient payante. Chaque année renouvelable. Ça doit être renouvelé. Voilà. Donc, c'est devenu chaud. Donc, quand tu as virtual VMware avec toi, ensuite de garder ça jalousement et la clé là, tu le gardes jalousement. Et puis voilà. Mais il y a d'autres machines maintenant, l'évolution, ça ne va plus marcher parce que si tu installes, exemple, 2022 sur Workstation 2017, 2015, exemple, ça ne va pas marcher. Ça veut dire que non, la version là n'est pas évoluée. Il faut prendre une version de Workstation plus élevée. Et lorsque tu vas télécharger ça, on va te demander la licence. Donc voilà, ça sera chaud. Donc là n'est pas le sujet. Bon, avec l'informatique ici, il faut avoir l'argent. Donc voilà, bonne chance à vous dans le monde informatique. On va créer notre machine, notre première machine, rapidement. Vous êtes là pour nous. On est là ensemble, on est là, les gars, on est là. On va gérer. On va gérer. Bien, donc on va commencer l'installation rapidement. On va cliquer sur. Posez-moi des questions si vous ne comprenez pas. Là, je commence l'installation, je serai un peu plus rapide. On va cliquer sur Create a new virtual machine. D'accord? Je clique là. Je clique sur Typical, ça veut dire ce qui est recommandé. Et là j'avais installé mon dossier Etika, je faisais un peu du hacking. Je ne vais pas prendre ça. On va aller chercher carrément notre ISO. Notre ISO. Suivez les étapes, hein. Notre ISO. Je viens ici. Je viens là. Je prends quoi? Windows Server 2016. D'accord? Je clique là. Et je mets suivant. Automatiquement, il détecte Windows Server 2016. Clic suivant. Là, il me demande la clé. Je ne sais pas si j'ai même la clé en question ici. Là. Si je n'ai pas la clé, ça ne va pas passer. Bon, c'est bon. Je pense que ça va passer. OK. Je vais mettre ça Windows Server 2016. Je continue. Maximum, je laisse 60 Go. Il n'y a pas de souci. Je vais mettre en split virtual disk intermediate file. Je laisse ça comme ça. Je ne laisse pas en single. Ça peut évoluer. Il n'y a pas de souci. 60, suivant. Je viens ici à Customize Hardware. Je clique là. Là, maintenant, je suis en train de dire, je donne les capacités en fin de compte au niveau de ma machine virtuelle. Je dis quoi? Bon, je dis, bon, par défaut, je te donne 1.5. Donc, 1.5. Si j'écris ici 15 000, je vais voir un peu. Non, si j'écris 15 000, c'est. Attends. J'écris 1500, je vais voir. Et là, processeur, je peux laisser à 2. J'active ça. OK. NAT. Il veut dire que le NAT, ça va donner carrément Internet à ma machine virtuelle. On va vérifier d'abord, on va laisser ça en NAT. On va voir comment ça va donner. Voilà, j'ai mis 1500 là-bas. Automatiquement, ça va donner 1.5. Donc, j'ai la RAM de 1.5. Et ma carte réseau, je l'ai mis quoi? En NAT. Je peux tout comme avoir plusieurs cartes réseau, mais ça, je vais vous montrer plus tard comment ajouter les cartes. Je vais mettre Host Only, ça va changer ici, là, Host Only. Si j'applique, je vais mettre ça en Customer. En Customer, maintenant, là, je choisis maintenant soit NAT, soit Host Only. Il n'y a que moi. Mais je laisse ça en NAT par défaut d'abord. Je laisse en NAT. Voilà. Je peux tout comme ajouter. Masquer ça. Je peux tout comme ajouter ici, là. Je peux ajouter soit un autre. Je peux prendre le cas d'un autre périphérique, exemple. J'ajoute une autre carte réseau. Je peux cliquer là. Je dis, bon, j'ajoute une autre carte réseau. Je prends la carte réseau, exemple. Voilà, ça. Finished. Automatiquement, vous voyez qu'il y a une deuxième carte qui est apparue ici.
Disons quand tu es par ici, et il y a la deuxième carte là, toi tu vas faire du host only. D'accord? Host only, ça veut dire il y a une carte qui va aller sur Internet et il y a une carte qui va rester en local. Je peux tout comme ajouter encore un disque dur, mais là n'est pas le sujet. On va faire close. On va faire close. Vous voyez bien ici, la somme de résumé. Si je repars là, je vais voir que j'ai une carte en host only, j'ai une carte en NAT. Vous d'accord? Je fais close et je fais finished. Je fais finished. Et automatiquement, l'installation se lance. Vous voyez que l'installation s'est lancée. Voilà ça. Si maintenant tu veux agrandir l'écran au niveau de ton serveur, rapidement tu peux cliquer là pour mettre un full écran, full écran. Vous arrivez à voir, non? Oui, coach, on voit. Voilà, vous Oui, faites oui, full écran, coach. faites full écran et puis vous avez ça. Mais comme on est en train de travailler au niveau de l'autre là, je vais laisser comme ça. Donc, on va repartir sur le document ici. On va attendre que l'installation commence. Voilà, c'est cette partie-là que nous devons voir. Sélectionne la langue sélectionne la langue et du clavier. On va voir ça comme ça. Après, installation avec interface graphique. Voilà ça. Voilà ça. Vous allez premièrement d'abord choisir le type d'installation standard, desktop experience. Donc ça, on vous dit, c'est là que vous pouvez voir si vous allez installer le GUI ou bien le sans GUI, c'est avec le corps. C'est par là que vous allez voir ça. Mais nous, on va installer le GUI. On va cliquer sur mise à jour installation Windows Only, Advanced. On va essayer de voir l'espace disque, choix du disque dur. On a juste une seule partition. On va cliquer sur OK, Next, et l'installation va commencer. Et là, maintenant, c'est là on va parler maintenant de la configuration initiale. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On repart là-bas. On commence maintenant, on va voir notre installation. Notre installation à lancer. Voilà. Donc, ici, dans le document, si je reviens là, je pense qu'on est dans la partie là où l'installation est en train de donner notre là. Voilà, ça là. Téléchargement là. Donc, toute cette partie-là, par défaut déjà, il a chargé, il a chargé, il a chargé. Après, il a donné ça. Mais rassurez-vous que ce qu'on montre là, c'est ce que vous devez faire dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, il faut choisir d'abord, après lancer l'installation, avant d'arriver sur ce point-là. Maintenant, je suis là, j'attends des questions. S'il y a des questions, posez-moi et puis on essaie de répondre rapidement en attendant l'installation. Coach, c'est possible qu'on puisse avoir le fichier PDF là. Ouais, vous pouvez avoir ça. Je finis d'abord de le travailler, après je vais vous le renvoyer. Vous le renvoyer. Vous permet de comprendre quand même assez certaines choses. Et puis voilà quoi. Je vais mettre d'abord l'enregistrement en pause pour essayer de. Je vais m'en pause. Donc là, vous ne m'avez pas rappelé, il fallait que je démarre l'enregistreur. Voilà, vous aussi vraiment. Donc ici, Moi, de mon côté, je ne vois plus l'écran. Je ne sais pas si c'est quoi, si c'est la connexion ou quoi. Je ne sais pas. L'écran est visible. ah bon, toi, donc tu as un problème de connexion là-bas. Donc, essaie de te déconnecter, tu te connectes après. Ça va marcher. Donc, ici, nous voyons bien que nous avons l'adresse IP. Nous avons récupéré l'adresse IP parce que déjà la carte que nous avons ici, là, la carte est en NAT. Notre carte est bel et bien en NAT. Ça est là, c'est en NAT. Je me rassurais que réellement, j'ai Internet à travers la carte que j'ai mis en NAT. Je fais Windows R, CMD. Je mets ping 8.8.8.8. Voilà. Je constate bien que j'ai Internet. J'ai Internet. Et je fais ncpa.cpl, ncpa.cpl.
Je tombe au niveau des cartes qui est ici. Vous voyez que la carte 0, c'est la carte là où j'ai mis le NAT sur statut, détail. J'ai bien l'adresse IP qui est là. Donc j'ai 2 cartes que j'ai mis. Je peux avoir même 10 cartes. Il n'y a que moi. On est dans la machine virtuelle. Je veux juste que j'ajoute ici là. Que je vienne là. Que j'ajoute. Je peux ajouter encore une autre carte. Il n'y a que moi. Donc là, j'ai une carte. La carte là va gérer la partie locale. Connexion avec mes utilisateurs en réseau local. Et ça va aller vers Internet. Et c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait. Donc ici, je peux toujours faire une vérification. En réalité, voilà, ça. Je peux faire Google. À côté. Donc c'est un navigateur, voilà. C'est un navigateur. Voilà, je suis bien sur Google, je peux mettre info. Voilà. Vous voyez que dans ma machine virtuelle, j'ai bel et bien Internet. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir gérer les cartes avec VMware. Il faut bien gérer les cartes. Une fois j'ai cliqué comme ça. Et voilà. Si je redémarre mon poste actuellement là, pour voir le nom du poste, tu tapes simplement host name. Ici, host name. Tu vas voir que mon nom est là. Le nom bizarre que j'ai là, c'est ça. Host name. Voilà ça. Voilà. Maintenant, on va faire un shutdown. Ça, c'est le nom de quoi, coach? C'est le nom du serveur, le nom de la machine là, que j'utilise là. Ah, d'accord. Donc, pour voir rapidement le nom de ta machine, tu peux pas aller dans les machins, cliquer. Tu peux simplement sur l'invite de commande taper host name. Tu as ça. Oui, oui. Attends. D'accord, coach. Bon, je vais l'arrêter simplement ici. Je redémarre la machine pour permettre qu'elle puisse récupérer le nom que j'ai changé. Le nouveau Ouais, le nouveau le nom. nom que vous avez modifié. Voilà. Attendre, ça lance. Normalement, la formation chaque dimanche, c'est 1h30 seulement, mais aujourd'hui, on a fait 2 heures. Je pense 1h30, hein? 2 heures ou 1h30? 1h30, ouais. 19h, 18h, ouais. On a fait 1h30, ouais. Bien, ici, je fais Windows R, je tape CMD, je fais host name. Et vous voyez que là, le nom change, ça s'appelle eConnect 01. D'accord? Oui, oui, on a vu, coach. D'accord. OK. Bon, tout cela, les serveurs locaux que vous voyez en rouge là, on va voir ça le dimanche prochain. Et on va déjà commencer avec les rôles, installer les clients et tout ça. Mais ça va être ça va aller rapide parce que c'est une grande formation. Donc si on va doucement, on va pas s'en sortir. D'accord? Donc pour ce faire, D'accord. tu peux mettre ta machine en suspension, comme ça, pour permettre en sorte que la prochaine fois quand tu viendras, tu démarres simplement ça va revenir là où tu l'as laissé. Et ça ne va pas consommer les ressources aussi. Ça va rester comme ça ne consomme pas. Et je peux même fermer Virtual Workstation, VMware Workstation, je peux le fermer comme ça. Mais si je démarre ça, vous allez voir que il va toujours me montrer que ça est là. Donc voilà un peu ça. Question?
Mais est-ce que cette version de Windows Server actuellement dans les entreprises est aussi utilisée? Oui, oui, c'est utilisé. C'est utilisé. Encore, il y a d'autres mecs qui ont même 2008. Ah, ça? Mhm. C'est utilisé. C'est utilisé encore en tout cas. Donc, je pense que j'étais présent avec Rabi, Rajiv, Jolan, Mawa, Emmanuel et, Je vis. et avec Jevi. Donc, voilà. Vous étiez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le huitième, il y avait un huitième ici, non? Je sais pas trop si c'était. Comment j'aurais compté? Oui, il y avait un week-end. Ça doit être personne qui n'arrivait plus à voir l'écran là. Apparemment, il s'était déconnecté. Ah, d'accord. C'est moi qui n'arrivais pas à voir l'écran. Je ne me suis pas déconnecté dessus là. Ah, d'accord, Ah, c'était d'accord, Mawa, ok. c'était Mawa. Ok. Bon, mais c'est bon, mais ok. Donc, on se retrouve samedi. On se retrouve vendredi pour le réseau. Vendredi pour le réseau, et puis voilà. On va essayer d'avancer. Bien de choses à vous et